que quand vous prenez les 9 branches de la sécurité sociale, il n'y a qu'une seule qui soit assurée, c'est celle de la retraite. Alors, comment faut-il procéder? Vous savez, dans l'ensemble de toute la batterie des normes qui ont été mises en place et ratifiées par l'ensemble des États membres de l'OIT, dans le cadre donc de la protection sociale et allant plus pertinemment donc dans le cadre de la sécurité sociale, l'assurance a été, les conventions relatives à l'assurance font partie des conventions de première génération. Mais jusqu'à présent, si vous constatez les États au sud du Sahara, il y a problème parce que même ces conventions-là ne sont pas mises en œuvre de façon efficace. Il y a en premier ressort, il faut développer une politique nationale qui tient compte et des travailleurs du privé, des travailleurs du secteur mixte et des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux caisses séparées, par exemple. Alors l'ONSRG souscrit à une dynamique qui consiste vraiment à créer une caisse de sécurité sociale pour les fonctionnaires, si elle ne peut pas trouver vraiment un département adéquat au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que les travailleurs qui y sont, ce sont ceux qui sont régis par le Code du travail. Maintenant, lorsque vous prenez en amont les problèmes, vous prenez l'emploi même dans nos familles, vous trouverez que malgré la connaissance de l'ensemble des textes qui régissent le travail, mais on les bafoue. Ça fait beaucoup plus mal. Ça fait beaucoup plus mal que l'absence même de ces dispositions-là. Oui, mais en attendant, quelles sont vos initiatives dans ce cadre précis? Nos initiatives dans ce cadre précis-là, c'est le travail en synergie avec les 7 autres centrales afin de pouvoir développer en partenariat avec les employeurs, c'est-à-dire l'État et les employeurs privés, à bâtir d'abord une politique nationale de protection sociale qui, à partir de laquelle nous pourrons trouver les engrenages nécessaires pour satisfaire la demande. Et là, qu'en est-il pour les mutuelles de santé des travailleurs? Bon, pour les mutuelles de santé des travailleurs, je ne pourrais faire d'abord qu'un constat. D'abord, dans le secteur privé, nous rencontrons énormément de difficultés. Parce qu'il y a des sociétés où la prise en charge est jusqu'à présent confuse. Pourquoi? Il y a des sociétés qui ne payent pas les cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et le plus souvent, les travailleurs tombent malades ou ils font des accidents. Il y a des difficultés pour la prise en charge. Qu'est-ce que nous avons envisagé au niveau de l'USTG? C'est de faire un recensement dans toutes les sociétés où nous évoluons pour essayer de voir quelles sont les sociétés qui payent correctement leurs cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale et quels sont ceux qui ne le font pas pour essayer de les amener à payer leurs cotisations. Je vous dis qu'on rencontre des sociétés où on tire les cotisations des travailleurs et ces sociétés-là, eux, ne s'acquittent pas au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et c'est pour cette raison nous avons comme objectif de faire ce recensement d'abord. Ça, c'est les difficultés. C'est l'une des difficultés que nous rencontrons au niveau de la protection sociale. Ensuite, il y a le favoritisme le plus souvent. Dans les sociétés, quand les expatriés tombent malades, ils sont beaucoup plus pris en charge que les Guinéens. C'est très important parce que ceux qui sont, par exemple, très éloignés de la capitale, pour les amener à Conakry, s'ils tombent malades, c'est des difficultés. Alors que le Conakry, c'est le centre réel pour le traitement des malades. Bon, vous savez qu'actuellement, le BIT insiste sur les mutuelles de santé pour les travailleurs. Donc, à votre niveau également, rien n'est fait. Pour les mutuelles de santé des travailleurs, je ne dirais pas que quelque chose est fait encore, mais c'est en voie. Et tant que c'est en voie, vraiment, nous avons l'appétit. Parce que il y a eu la visite d'une délégation du BIT tout dernièrement, qui programme une autre visite qui doit nous aider à faire asseoir les bases de cette mutuelle de santé.
Parce qu'au niveau du secteur public, surtout, les travailleurs méconnaissent leurs droits par rapport à leur prise en charge. C'est pour cette raison, quand les travailleurs tombent malades, c'est dans leur salaire qu'ils tirent pour traiter non seulement leurs enfants et leurs épouses, mais aussi eux-mêmes. Le plus souvent, quand ils tombent malades, ils préfèrent faire l'automédication parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou ils préfèrent aller au marché de Madina payer les produits pour tout juste satisfaire les besoins immédiats. Au moment où nous parlons de cette mutuelle, il y en a qui sont opérationnels un peu partout. Nous avons par exemple la mutuelle de santé des retraités, les retraités qui sont affiliés à la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Nous avons les mutuelles de santé, les mutuelles de santé des bouchers. On a les mutuelles de santé au niveau des transporteurs. Et en gestation, au moment où nous parlons de cette mutuelle, nous avons au moins 5 qui sont en préparation. Donc vous voyez que nous considérons ce volet comme primordial pour pouvoir assurer la sécurité des travailleurs à leur lieu de travail. C'est tellement important que tous les programmes que nous ficelons avec nos partenaires, pour leur mutuelle de santé figure en bonne place. En ce sens, au moment où nous parlons de ce volet, on a monté des plans d'action au niveau des fédérations, des plans d'action au niveau de la confédération, au niveau de l'informel, et à tous les niveaux, le volet mutuel de santé figure. Donc, sur le terrain, je peux vous dire qu'en ce moment, nous avons 5 mutuelles de santé qui sont opérationnelles. Je voudrais d'abord revenir à la question concernant la CNTG. Depuis 2000, la CNTG a pris conscience de la non-protection sociale au niveau du secteur informel. Donc, le premier volet de la protection des mutuelles de santé a été lancé en 2000 déjà. Il y a eu un département spécialement créé qui s'occupe de l'informel, des mutuelles de santé. Et comme il l'a dit, il y a des mutuelles de santé actuellement qui sont opérationnelles et d'autres sont en gestation, telles qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, la douane est déjà très évoluée dans donc chacun essaie de faire un peu en ce qui concerne. Et personnellement, je dois représenter la CNTG pour 2 semaines à Bruxelles, à la Semaine internationale de la protection sociale avec nos partenaires belges qui nous aident dans cela. Et nous sommes en partenariat avec DINAM, qui s'occupe de ce volet de mutuelle de santé en République de Guinée pour les couches les plus vulnérables. Maintenant, en revenant à votre question, en ce qui concerne la Caisse nationale de sécurité sociale, nous avons engagé de grandes réformes au niveau de la Caisse aujourd'hui de sécurité sociale, de sorte que d'abord, les travailleurs qui sont avec nous, c'est-à-dire ceux qui sont régis par le code, bénéficient, par exemple, tous les travailleurs retraités bénéficient de toutes leurs pensions et aujourd'hui la Caisse ne doit à personne un franc. Et deuxièmement, toutes les prestations liées aux maladies, une fois que les dossiers sont à jour, les allocations familiales sont à jour, immédiatement ils sont payés. Nous sommes arrivés aujourd'hui à faire une reconstitution des réserves techniques qu'on avait perdues il y a longtemps, mais grâce au programme qui a été lancé par Feu Fofana, paix à son âme, qu'aujourd'hui moi j'ai la chance de continuer, nous sommes arrivés aujourd'hui à mettre en place des réserves techniques qui nous pourra nous rassurer éventuellement des moments très difficiles et des réformes ont été engagées dans ce domaine-là. Mais le plus important aujourd'hui, nous voulons nous intéresser un peu à ce secteur qui n'est pas couvert. Vous savez que le travailleur guinéen, une fois qu'il est à la retraite, n'a plus le droit à être protégé du point de vue santé. Tous les vieux retraités que vous voyez là aujourd'hui, s'ils tombent malades, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Imaginez-vous que ces gens, ils ont leur pension trimestriellement. Et la pension, vous savez que c'est 60% du salaire. 60% du salaire, vous voyez la chute drastique du pouvoir d'achat. Et quand ces gens-là, ils tombent, ni eux, ni leur famille ne sont pris en charge. Parce qu'en Guinée, ce n'est pas prévu. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de travailleurs, après leur retraite, ils tombent dans la mendicité et d'autres même meurent. Et c'est pourquoi rapidement, moi, je voudrais que le mouvement syndical, les centrales syndicales se mettent en œuvre. Déjà chez nous,
On a mis 3 commissions en place qui sont en train de travailler sur ce volet que le professeur vient de soulever, que les syndicalistes bondissent sur cette idée novatrice qui est la protection sociale. Donc nous sommes en train de voir comment intéresser la protection sociale du point de vue santé de ces travailleurs-là, mais aussi au niveau du secteur informel. Nous avons même actuellement une assurance chauffeur qui n'est pas très connue du grand public, mais qu'on a mis pour essayer de couvrir les chauffeurs en cas d'accident de travail. Donc c'est des volets qui sont... De plus, nous avons le mouvement syndical, c'est le conseil à travers le mouvement qui a soumis cette idée. Si les 2,5% sont mis en place, nous pouvons prendre 1% de ces 2,5% pour la protection sociale des couches les plus vulnérables qui sont ces vieux retraités-là, ces pauvres que vous voyez dans la rue, les mendiants, qui doivent obligatoirement être protégés, et c'est pourquoi c'est important. Et c'est même une justice sociale, camarade Dula. 2,5% seulement de la protection sociale. En Algérie, je vous informe que c'est 4% des revenus pétroliers qui sont affectés à la promotion de la protection sociale. C'est seule la Guinée qui n'a pas ce volet-là aujourd'hui dans la sous-région. Si tu prends le Mali, c'est 1,5 à 3%. Donc il est rapidement important que nous nous mettons autour de la table avec le professeur pour mettre les modalités de cette protection sociale, sans quoi nous prenons du retard et la santé encore n'a pas de prix. Je voudrais terminer avec votre permission, que toujours dans ce cadre de la protection sociale, c'est pour ça que nous insistons sur cette affaire d'hôpital des travailleurs. L'hôpital des travailleurs. Quand nous avons nos propres installations performantes, parce que cet hôpital-là de Bessia, ce n'est pas une clinique que vous voyez ici, hein. Ce serait un hôpital de standing international avec tout ce que vous pouvez trouver ailleurs. Nous avons déjà prévu près de 11 milliards d'investissements et nous avons des partenaires sûrs, tels que Hyperdynamique, tels que NCA Group, tels que Hypercult ou le groupe Punkia, qui sont prêts à faire de cet hôpital-là un grand centre où on n'aurait plus besoin d'évacuer les gens à l'extérieur. Une fois que cet hôpital-là est là, et une fois que nous aurions mis en place cette assurance maladie dont je vous parlais tout de suite, le fonctionnaire, le travailleur, le chauffeur, il suffit qu'il ait sa carte d'assurance là, il vient à cet hôpital, il se fait soigner à des prix vraiment modérés, et ensuite il retourne dans sa santé. Au lieu de faire du tourisme médical, comme on le voit 2 semaines au Maroc, 2 semaines, c'est des millions de dollars qui vont et inutilement. Nous allons y arriver grâce au soutien de notre cher président, le professeur Alpha Condé, parce que c'est un programme qu'il tient à cœur. Alors, je crois que tout cela s'arrondit à travers le renforcement des capacités, à travers, par exemple, la négociation collective, cette négociation collective qui permet aux travailleurs d'améliorer les conditions de vie des mandants à la base et de résoudre la plupart des conflits. Vous savez, en matière de négociation collective d'abord, lorsqu'une centrale est plus représentative, c'est à elle de déclencher un processus de négociation. Quand une centrale n'est pas représentative à un certain niveau, elle ne peut pas prendre la responsabilité d'enclencher des négociations. Mais, toujours, je le disais tantôt, quand nous travaillons dans l'union, quand nous avons une unité d'action, collectivement, nous avons toujours mené des négociations et en entreprise et avec le gouvernement. Ce qui a permis d'accumuler un certain nombre de résultats positifs, que ce soit dans les entreprises minières, entreprises d'industrie de production, et un peu avec le secteur bancaire, etc. On a réussi toujours en commun à mener des négociations, à obtenir des résultats positifs dans le cadre de l'amélioration du traitement des travailleurs du point de vue salaire et quelque peu du point de vue traitement et assistance médicale dans le cadre de la protection santé et sécurité. Au niveau de l'ONSLG, le département qui s'en occupe avec de très faibles ressources
a toujours entamé, là où nous sommes en collège avec les autres centrales telles que la CNTG ou l'USTG dans les différentes entreprises, nous avons déclenché ces processus ensemble et nous avons abouti à des résultats acceptables avec la donne. Vous savez que dans le passé, chez nous, vous pouvez obtenir un accord tout de suite. Cela ne veut pas dire que l'accord est appliqué. Donc même l'applicabilité, il faut encore une autre lutte pour mener à bout afin que l'accord soit respecté. C'est de ça pratiquement que je parlais tout à l'heure. Sinon, de tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la nouvelle donne, les projections qui se font, c'est une très bonne chose. Et il n'y a pas un syndicat qui ne peut pas souscrire à une telle dynamique. Le problème, c'est un problème de ressources humaines. Ces ressources humaines-là, étant identifiées, dans un gouvernement très responsable, je suis certain que enfin le travailleur guinéen va sortir de cette situation de désespoir. Sur place, vous avez la possibilité d'organiser des séminaires pour renforcer les capacités de vos mandats. Affirmatif. Ça, ce sont des séminaires qui ont eu lieu. Voilà. Effectivement, on a mené assez d'ateliers dans le cadre de renforcement des capacités des élus syndicaux, non seulement de l'exécutif, mais aussi au niveau de la base. Pour leur apprendre le b.a.-ba de la négociation. Naturellement. Bien. Alors, qu'en est-il en ce qui concerne le RTS, puisque récemment, avec la rencontre du président, je crois que vous en avez fait état. Alors, est-ce que vous êtes satisfait, oui ou non? Bien. Je peux dire que nous sommes satisfaits. La seule chose qui manque, c'est la démarche. Vous savez, on a introduit un document officiel au niveau du président. Mais nous n'étions pas son auditoire le jour où il annonçait la réduction de ces RTS. Donc, je pense que dans ces services administratifs, ces services techniques, les techniciens qui sont autour de lui vont formater l'élément afin de nous faire parvenir quelque chose, un document sur lequel nous pourrons réellement affirmer, oui, c'est accepté, c'est fait, etc. Sinon, il a affiché sa volonté politique. Sa volonté politique est réelle de réduire les RTS. Il a même donné un certain taux. C'est une chose que nous saluons, nous sommes d'accord. Mais, vous savez, l'administration, le circuit, c'est autre chose. Pour nous, les travailleurs, c'est un acquis. Que ce soit nous qui soyons auditeurs de ce jour du chef de l'État ou pas, mais ce qui est important, c'est que nous avons demandé au chef de l'État, et nous l'avons dit, que les RTS pesaient lourdement près de 20 à 25% sur nos salaires. Et le chef de l'État a clairement dit, devant l'opinion nationale et internationale, que la réduction des RTS de 0 à 1 million ne seront plus taxés. Et de 1 million à 5 millions, c'est 5%. Pour nous déjà, c'est un acquis. Que le gouvernement maintenant fasse tout pour que d'ici la fin de ce mois, cela soit une application. C'est une décision du chef, c'est fini, il faut maintenant le mettre. Non, on n'a pas à nous ingérer dans les démarches administratives. Nous n'avons pas à nous ingérer dans les démarches. Le chef, c'est pourquoi il a dit ça et il sait qu'il a donné des instructions. Nous, tout ce que nous attendons maintenant, est au niveau de nos bulletins respectifs, que ce soit au privé ou au niveau des fonctionnaires à la fin du mois, c'est de ne plus voir ces RTS-là comme on a l'habitude de faire. Le chef a déjà ordonné, c'est là la compétence du gouvernement. Moi, je pense que le professeur a bien fait et je le félicite parce qu'il a raison, de 0 à 1 million aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut vivre. C'est la plage de survie. Imaginez-vous que le sac de riz se vend dans des lieux aujourd'hui à 400 000 francs. C'est impensable. Le loyer, 3 chambres, c'est 600 000 francs à Conakry ici. Quand vous calculez tout ça, vous voyez qu'entre 0 et 1 million, c'est la survie. Il a raison de ne pas le taxer. Et vraiment, moi, je le félicite, je l'encourage. Et déjà, chez moi, personnellement, je le dis, ça n'engage que ma personne. J'ai du courage. Je sais maintenant que nous allons vraiment mettre tous les problèmes des travailleurs sur la table et nous allons trouver des solutions viables parce qu'on a commencé à le trouver comme ça. Nous avons un auditoire, nous avons les travailleurs qui sont nos élus, et nous sommes les élus de ces travailleurs. On a fait des revendications. J'aurais voulu que les travailleurs sachent que c'est nous qui avons revendiqué.
C'est nous qui avons revendiqué. Sans quoi, c'est une mesure salutaire. Hein. Cette mesure est venue à point nommé. C'est-à-dire au moment où le professeur a annoncé ça, on était un peu essoufflé. Là, nos travailleurs, bon, ils posaient 1001 questions. Donc, je voudrais voulu que les travailleurs sachent qu'à la suite de nos revendications, que cette réduction a eu lieu. C'est cette précision-là que Camarade Villa, moi je voudrais dire à mon doyen que le rail, la rail, c'est pourvu que le train passe. Ouais, Nous, on a toujours travaillé dans l'anonymat, camarades. Même la démocratie dont on parle tant aujourd'hui, c'est l'œuvre du mouvement syndical. Bien, moi je pense, s'il vous plaît, moi je pense que le problème est simple. Vous savez, quand un président de la République, il est le chef de l'exécutif, quand il émet une idée, il sait la trajectoire que doit prendre l'idée pour que ça soit une loi. Quand vous parlez de réduction de RTS, les RTS constituent quoi? Constituent un impôt. C'est introduit dans la loi de finances. Et la loi de finances est adoptée ailleurs par le législatif. C'est pourquoi que moi je dis bien, personne, aucun syndicaliste ne peut dire aujourd'hui qu'il ne salue pas l'idée de la réduction des RTS parce que c'est une revendication. Ensuite, je dis et je précise que nous n'étions pas effectivement son auditoire ce jour-là. Et troisième point, cette loi pour la réduction de ces RTS-là, c'est une loi qui sera prise. Lui, il le sait. Le dossier ira devant qui de droit jusqu'à ce que ça soit une loi et que ça soit appliqué. Voilà la procédure. Le professeur Alpha Condé sait que c'est la procédure. Il va suivre cette procédure. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je dis à l'instant, si je dois le prouver devant un syndiqué, je dirais qu'il y a la volonté politique du président de la République de réduire les RTS. Mais je ne peux pas lui donner l'acte administratif qui réduit. Voilà la divergence entre mon ami Mansaré et moi. Et je crois que tout est dit. Maintenant, il est question de faire appliquer. Parce que ce n'est pas la théorie seulement. Il faut qu'il y ait une unité d'action des différentes centrales syndicales du pays. Pour ça, il faut d'abord recenser tous les problèmes ensemble. Ensuite, concernant tous les problèmes concernant la sécurité sociale, tant au secteur public, tant au secteur privé. Ensuite, il faut évaluer les acquis en matière de sécurité sociale. De protection sociale. Il faut évaluer pour savoir, par exemple, au niveau d'un département, il y a eu telle action a été menée. Au niveau d'un secteur, que ce soit le secteur informel ou le secteur privé, voici les actions qui ont été menées. Et particulièrement au niveau du secteur public, où vraiment cette couche en a suffisamment besoin, il faut qu'on évalue pour voir réellement qu'est-ce qui est déjà entrepris. Je crois que dans tout cela, il faut renforcer l'unité d'action syndicale. Que pensez-vous de la réunification syndicale chez nous? Bien. Vous savez, moi je suis totalement partant pour la convergence des centrales syndicales ou une fusion des centrales syndicales. Mais toute chose, il faut aller par étapes. La méthode est faite, on le dit en pédagogie. Aujourd'hui, déjà en Guinée, contrairement à plusieurs pays, nous avons appris à travailler ensemble. Nous avons appris à développer des actions ensemble. Il y a une intercentrale qui a travaillé et qui a eu des acquis sur le terrain. Il y a une intersyndicale qui s'est formée aussi à côté et qui a fini par travailler avec l'intercentrale. C'est déjà, vous voyez, plusieurs directions se sont résumées déjà en deux directions. La convergence de ces deux directions est très facile. Parce que, vous savez, en matière syndicale, il faut se dire aussi la vérité, c'est la représentativité. Celui qui a beaucoup plus de militants, il est clair, à l'élection, il va gagner si l'élection est propre. Nous sommes d'accord? Donc, aujourd'hui, il suffit de trouver un règlement minimal qui puisse régir la vie de ces centrales-là pour qu'on fasse le premier pas vers la convergence vers une centrale unique, si cela est possible. De toute façon, aujourd'hui, les 8 centrales syndicales travaillent ensemble et nous avons compris avec nos partenaires que si nous ne sommes pas ensemble,
nous ne pouvons pas bénéficier de cette assistance. Si nous ne sommes pas ensemble, nous ne pouvons pas frapper fort. Peut-être il y a une ou deux centrales qui réussiront à faire un bon travail, mais les forces négatives sont aussi des forces. Ne l'oublions jamais. Ce n'est pas seulement les forces motrices. Aujourd'hui, je peux dire que les adhésions progressent au niveau des différentes structures syndicales. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'effort fourni depuis que l'USTG, la CNTG, a eu à se donner la main le 5 janvier 2005, je crois que après, il y a eu l'UDTG et l'ONSLG qui se sont rajoutés. Nous avons mené ensemble le combat. Et je crois que le combat que nous avons mené, c'est ce qui nous a apporté aujourd'hui le changement que nous vivons. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, partout où nous passons, que ce soit au niveau du secteur public ou du secteur privé, même du secteur informel, il y a des fortes adhésions des travailleurs. Parce qu'ils portent confiance aujourd'hui au mouvement syndical guinéen. Mais le problème, comme il vient de le réitérer, pour qu'il y ait l'intercentral ou l'intersyndical, il faut là qu'il y ait des documents juridiques qui nous lient. Et par exemple, le règlement intérieur, aujourd'hui, c'est le point d'achoppement parce que il y a de ces articles qui parlent de la syndicalisation. Et vous savez que toutes les centrales font la concurrence au niveau sur le terrain. Alors, c'est le point d'achoppement, c'est la syndicalisation. Ensuite, il y a un problème de représentativité, comme vous le savez bien. Hein? Il faut que les élections Donc, il faut qu'on essaye de faire les élections sociales pour que chaque centrale puisse s'évaluer elle-même sur le terrain. Et là, je crois qu'une fois que ces documents seront vraiment acceptés, surtout au niveau de l'intercentrale CNTG, USTG élargie à l'UDTG et à l'ONSLG, nous avons des projets, nous avons des financements. Les institutions internationales sont prêtes à financer, mais la condition, il faut qu'il y ait des documents juridiques. Tout à fait. Particulièrement le règlement intérieur. Tout à fait. Bien, camarade Massaré, camarade Ndiaye, on vous taxe souvent le syndicat de politiciens. Qui connaît la CNTG par sa nature, moi en tout cas personnellement je suis fier parce que toutes les centrales qui sont aujourd'hui sont issues de la CNTG. Donc on dit qu'aujourd'hui la CNTG est plus politicienne ou quoi. Entre le syndicat et la politique, la ligne qui nous différencie, c'est ça. Hein. Quand il y a mauvaise gouvernance, tout de suite les conditions sont ressenties sur le travail. Et quand il y a eu la lutte pour l'indépendance, qui est parti au créneau? C'est le syndicat. Quand il y a eu la lutte pour la démocratie, qui est parti au créneau? C'est le syndicat. Nous avons été, la CNTG a été la première à oser déclencher une grève de 2 jours. C'est à la suite de quoi que nos amis de l'USTG ont dit, ils ont parfaitement raison, et c'était devant le Premier ministre d'alors, c'était Sellou, qui avait demandé une trêve sociale, tandis que les autres nous clouaient au pilori. L'USTG nous a dit, non, monsieur le Premier ministre, les revendications de la CNTG sont légales et légitimes, nous nous ajoutons à eux. C'est ainsi qu'est né, comme l'a dit Bella, l'intercentrale qui a amené toute la lutte que vous connaissez. Donc nous, c'est les faits qui parlent. C'est les faits qui parlent. Maintenant, je voudrais vraiment revenir sur la question primordiale ici, qui est l'unité organique. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à aller à l'unité organique. Vous savez pourquoi? Au niveau international, aujourd'hui, la CMT, la CSI ont jumelé. C'est devenu une seule confédération. C'est la Confédération syndicale internationale, la CSI. Vous êtes d'accord avec moi? Au niveau africain, on a amené la même fusion. Donc, au niveau international, déjà, c'est terminé. En tout cas, nous qui sommes les affiliés de la CSI, les instructions sont données à amener dans chaque pays cette unité syndicale au niveau du pays. Donc, nous sommes en train, en tout cas nous, chez nous, à la CNTG, nous sommes en train de mûrir, de réfléchir sur la question. Et aujourd'hui, face à la nation, la Guinée, ce n'est plus un problème de Mansaré, ou de Rabi, ou de Ndiaye. Non, la Guinée, c'est la Guinée. Et face à la Guinée, il n'y a qu'une seule donne, l'unité syndicale. Et c'est pourquoi
vous allez remarquer cette CNTG qu'on dit politicienne a été au devant de tous les combats pour amener l'unité. Nous avons créé l'intersyndical, nous avons créé les forces vives. Alors si on nous taxe aujourd'hui de centrale politicienne, moi je dirais bravo. Ça veut dire à l'approche de la prise de décision pour voter l'indépendance pour le pays, il y avait plusieurs organisations syndicales. Et toutes ces organisations syndicales ont fusionné pour faire l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. L'USTG. L'UGETA. Non, c'est ça, l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. C'est toutes les organisations syndicales formées en Guinée qui se sont donné la main pour pouvoir accompagner les partis politiques pour voter l'indépendance du pays. Vous voyez que donc cette idée-là, cette idée unitaire est légendaire, c'est devenu une culture en Guinée. Donc qu'on le veuille ou non, on arrivera à l'unité syndicale en Guinée. En 2007, comme il a dit Massari, si on ne s'était pas donné la main, est-ce qu'on allait réussir? C'est parce que les politiciens ont vu que nous sommes unis. Et à un moment donné, la bourse du travail était devenue le siège de tout. Syndicats, partis politiques, tout le monde était là. Donc c'est nous, pratiquement, c'est nous qui avons piloté tout le mouvement. Et ça a donné ce que ça donne. Nous sommes dans le changement. Ce changement-là, il faut dire, si cela veut dire le syndicat n'est pas le principal artisan, mais il est l'un des artisans. Donc ce qui veut dire qu'il faut réellement se donner la main pour qu'on puisse aboutir à l'unité syndicale. Maintenant, pour ce qui concerne l'argument sur lequel nous sommes des politiciens. Cela vient à quel moment? Cela veut dire quand on fait des revendications politiques. Par exemple, quand on dénonce la mauvaise gouvernance, quand on dénonce la gabegie financière, quand on dénonce les dérapages d'un gouvernement, donc ce sont les adeptes de ces partis politiques qui vont taxer les syndicats de politiciens. Mais comment voulez-vous qu'on puisse revendiquer une augmentation salariale et se taire sur une gabegie financière? Comment on va avoir le résultat? On est obligé à tout moment de faire attention à ce que le gouvernement fait. Et s'il n'y a pas de ressources, nous ne serons pas de pied. Donc c'est dans ce sens-là. Donc que les collègues sachent que le syndicat reste le syndicat. Mais entre le syndicat et la politique, la différence est comme le trait qu'on fait avec une aiguille dans le sable. La différence est très mince. Les plus grands politiciens en Guinée ont été les plus grands syndicalistes. Ainsi, après les travailleurs, nous sommes allés directement vers les employeurs avant de rencontrer l'inspection générale du travail chargée d'assurer l'application des lois relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Monsieur Benego Condé de la CEPEC. On peut parler de ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire. Ça fait déjà 3 choses. Vous avez le comité national de dialogue social à mettre en place. Vous avez le comité consultatif. Vous avez les comités paritaires qui ne parleront que des questions techniques entre les organisations professionnelles, les ministères, pour parler et des marchés, pour parler et de la réglementation, pour parler ainsi de suite. Au-delà de ça, maintenant, il y aura maintenant ce qu'on appelle au niveau national un cadre de concertation. Nous avons tous les programmes. Si vous voulez, je peux vous les montrer tout à l'heure. J'ai tous les documents ici. Un comité de concertation entre l'État et le secteur privé. Donc l'inspection du travail, tous les services de l'emploi là doivent se donner la main pour voir dans les entreprises qui fait quoi, quelle est l'entreprise qui a recruté, qui doit recruter, quelles sont les opportunités d'emploi et quelle est la situation individuelle de chaque travailleur à travers, dans la négociation, à travers les syndicats qui s'y trouvent. Je crois que ce sera très 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 facile de mettre fin aux insuffisances qui se trouvent dans les relations de travail entre aujourd'hui les employeurs et leurs employés. Parce que la création sa question m'amène à penser à l'entreprise familiale. 80% de nos entreprises sont donc familiales. Le recrutement est fait dans des conditions qui ne sont pas vraiment dignes de ce nom. Donc c'est ça.
ce n'est pas la seule solution. Ce n'est pas la seule solution. Si vous n'avez pas, vous avez combien de secteurs en Guinée ont digne de conventions collectives du travail? Peut-être les mines, les BTP. On a tenté de mettre le tourisme en place. Feu Fofana, paix à son âme, avec nous avions travaillé sur le sujet. Depuis 2004, on n'y est pas parvenu. Celui des journalistes aussi était en cours. Jusqu'à présent, on n'a pas pu nous en sortir. Il faut et il suffit pour que l'employé se trouve d'abord, la première sécurité de l'employeur, c'est la convention qui lie les travailleurs, l'État et les employeurs au niveau qui n'est pas le code du travail. C'est-à-dire quelque chose de supérieur au minima légaux. C'est ça, on amène les gens à s'asseoir et à s'entendre quelque chose. C'est une convention, une sorte de convention maison pour corriger certaines choses qui ne sont pas dans le code du travail comme avantage pour les travailleurs. Et dans le domaine de la classification, et dans le domaine de la certification, et dans le domaine des émoluments, et dans le domaine des congés, ainsi de suite. C'est ça qu'il faut mettre en place pour que les travaux des temporaires, parce qu'il y aura tellement de choses prévues dans les conventions qu'on ne peut pas se permettre de faire du n'importe quoi. Donc c'est un autre aspect. Mais tout ça, si l'administration du travail marchait correctement, elle se serait mise sur pied pour mettre des conventions collectives dans toutes les branches d'activité professionnelle de Guinée. De la CEPEG, nous sommes à l'inspection générale du travail pour jauger le niveau du dialogue social dans nos entreprises. Hadja Mariama Dogome Diallo est l'inspectrice générale. Le dialogue social est reconnu par l'État comme une forme de régulation de la vie nationale. Et en ce sens que l'État a pris vraiment le dispositif juridique nécessaire, à savoir le cadre juridique. Nous avons la loi fondamentale qui laisse l'égalité, qui consacre l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Nous avons le code du travail, nous avons le statut général de la fonction publique. Donc c'est pour vous dire que vraiment l'État quand même a approuvé sa volonté politique. Pour en venir à votre question proprement dite, de 2008 à nos jours, nous disons que vraiment le dialogue social a beaucoup évolué dans notre pays et dans les entreprises. En ce sens qu'il s'est manifesté par une série de négociations à l'interne et avec des procès-verbaux dûment signés. Donc, à ce jour, nous comptons 60 protocoles d'accord et procès-verbaux signés par les trois parties. Donc, dans tous les secteurs, soit les secteurs des mines, industrie et le secteur de l'hôtellerie, le secteur des banques et assurances et prestations de services, le secteur métallique et transport, le secteur de l'hôtellerie et de l'artisanat, le secteur de l'industrie manufacturière et le commerce, le secteur de l'information, nouvelles technologies et même les ONG. Donc c'est pour vous dire que nous intervenons au niveau de tous les établissements à caractère privé et mixte. Le travail de 1988 vraiment trouve sa nécessité d'être réadapté en fonction des réalités de notre pays. Malheureusement, par le fait que la Commission nationale consultative des lois sociales n'est pas opérationnelle, ça donne un certain déficit au niveau du dynamisme. Parce qu'en réalité, c'est cette commission qui doit statuer d'abord sur le nouveau code du travail avant vraiment de le transmettre à l'Assemblée nationale. Vous savez, le PRODIAF, qui est le programme du dialogue social en Afrique francophone, a été initié par le BIT pour vraiment assister les pays africains à promouvoir le dialogue social à l'interne et en vue pour que ça soit viabilisé par la mise en place d'une structure nationale dialogue social. Ainsi, nous, au niveau du département du travail, qui a charge de ces questions, il y a une grande réflexion sur les instruments juridiques de ce dialogue social.
Et ainsi, nous avons été à Dakar pour vraiment l'approbation de ces instruments juridiques. C'est ce qui fut fait, à savoir le règlement intérieur, la charte nationale et la commission nationale du dialogue social. Le comité national, pardon, du dialogue social. Donc, nous avons statué sur ces instruments juridiques et nous les avons vraiment adoptés. Mais l'approbation de ces instruments juridiques doit se faire à la suite d'un forum national qui doit être organisé au niveau de notre pays. Malheureusement, c'est ce forum encore qui n'a pas vu le jour. Nous espérons, les services de l'administration du travail espèrent vraiment organiser ce forum avant la fin de l'année 2011, en vue de l'approbation maintenant de ces instruments juridiques, pour la mise en œuvre maintenant de ces instruments, pour que ce soit vraiment une structure nationale pérenne mise en place dans notre pays. Dans vivement l'arrivée de ce forum national sur le dialogue social. Alors, il y a un autre problème, c'est que nous assistons ces derniers temps à une augmentation effrayante d'ailleurs du nombre d'emplois temporaires, occasionnels et sous contrat de courte durée au détriment des emplois permanent, ce qui occasionne une absence de prestations sociales et une augmentation des risques de santé et de sécurité. Quelle est votre vision autour de la question? La question, c'est que d'abord, il ne faut pas se focaliser simplement sur ces natures d'emploi. Le législateur a prévu toutes ces natures d'emploi pour permettre aux Guinéens d'être occupés, pour que chaque Guinéen soit occupé et qu'il gagne vraiment son pain quotidien. Donc, et chaque nature aussi a ses conséquences d'emploi. Moi, je pense plutôt ce qu'il y a lieu de faire, c'est comme je viens de le dire, c'est d'abord d'adapter le nouveau code du travail à nos réalités. Donc, approuver le nouveau code du travail, apporter les amendements sur le vide juridique, sur les lacunes juridiques constatées dans le code du travail, qui est l'outil principal. Deuxièmement, c'est d'apporter un certain dynamisme au niveau des services de l'administration du travail, dans le cadre de l'application de la loi, notamment les inspecteurs du travail, parce que c'est eux qui sont chargés quand même d'aller sur le terrain et de contrôler l'application de la législation nationale du travail. Mais il faudrait quand même les motiver, ou bien au moins respecter la loi. La loi indique en ses dispositions que le budget national quand même doit prendre en charge les frais de transport et de déplacement des inspecteurs du travail. Mais tant que ces mesures d'accompagnement ne sont pas prises, ça va un peu vraiment enfreindre la mission de l'inspecteur du travail. Or, tous les cas que vous venez de citer doivent être constatés et contrôlés par l'inspecteur du travail. Et s'il le faut, réprimander, parce que la loi le dit. Quand l'employeur est en porte-à-faux avec la loi, il peut recevoir un procès verbal d'infraction. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que le nouveau gouvernement doit quand même prendre en compte les services de l'administration du travail. Premièrement, essayer de rassembler les services de l'administration du travail. Parce qu'à ce jour, ils sont dispersés, il faut le reconnaître. Ils sont dispersés. Or, quand les services de l'administration du travail sont dispersés, ça apporte un certain déficit à son dynamisme. Donc, rassembler les services de l'administration du travail. Et deuxièmement, viabiliser le dialogue social au niveau national pour que tout le monde, tous les acteurs soient au même niveau d'information et que les préoccupations des uns soient prises en compte par les autres. Et deuxièmement, renforcer les capacités institutionnelles des services de l'administration du travail pour que vraiment la loi, qu'elle soit appliquée sur le terrain. Voilà donc quelques préoccupations du monde du travail guinéen. Pendant ce temps, la grande maison des partenaires sociaux, qui est le département du travail et de la fonction publique, est en train de s'organiser pour pouvoir mener à bon port les grands chantiers en marche. Hadja Fatoumata Tounkara, ministre du Travail et de la fonction publique. Vous savez que le ministère du Travail et de la fonction publique est aujourd'hui un ministère extrêmement important parce que c'est le ministère qui gère les ressources humaines du pays. Notre pays doit reposer sur des ressources humaines bien formées et bien crédibles, bien gérées. Et
lorsqu'on a en charge ce ministère-là, donc, il est important de faire l'état des lieux. Et l'état des lieux, nous avons trouvé un ministère en déliquescence avec un fichier très alourdi par beaucoup de malversations. Et donc, l'un des premiers chantiers que nous avons commencé, c'est celui de l'assainissement du fichier. Et dans cet assainissement-là, nous avons retrouvé beaucoup d'incohérences. Par exemple, les doublons que nous avons retrouvés à tous les niveaux, dans tous les ministères, des doublons, des fictifs, des décédés qu'on continue à payer, des abandons de postes, et des travailleurs qui continuent à toucher des primes indues, c'est-à-dire ils sont à des postes qu'ils ont occupés et qu'ils ont quittés, mais ils continuent toujours à prendre les indemnités dues à des postes qu'ils n'occupent plus. Donc c'est l'un des grands chantiers que nous avons. Nous avons commencé par les doublons et je vous assure, on a sur les 2619 doublons que nous avons identifiés, que le ministère a identifiés, 1300 et quelques ont été retenus. Les autres vont recevoir leur salaire parce qu'ils ne sont pas tout à fait aussi doublons qu'on le dit. Parce qu'après vérification, on s'est rendu compte qu'ils étaient blancs. Ceux-ci ont été élagués. Maintenant, les autres, nous avons fait des rapports que nous avons déposés à tous les ministères, surtout les ministères en charge de l'éducation où il y a beaucoup de doublons, au ministre de la Sécurité, au ministre de la Justice, pour que tous ensemble, on table pour voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour corriger cet état de fait. Et sanctionner, bien sûr, les cas de doublons. Ça, c'est pour ce qui est des doublons. Pour ce qui est des abandons de postes, nous avons eu à radier presque 300 personnes déjà, des gens qui ont abandonné les postes depuis plus de 10 ans, qui ne sont pas en Guinée. Une fois qu'on voit que c'est vraiment des gens qui ont fait les abandons de postes, eh bien, ils sont rayés purement et simplement, radiés plutôt, de la fonction publique. Les décédés, nous avons, pendant ces 3 premiers mois seulement, on a pu sortir 1557 décès. 1507 décédés qui, depuis plus de 10 ans, continuent à percevoir leur salaire. Donc, si nous ajoutons à cela les retraités de 2010, la liste des retraités va bientôt sortir, et celle de 2011 qui va suivre, je pense que nous pourrons de manière certaine dégager plus de 4500 personnes de la fonction publique. Et ça va faire une marge très importante du point de vue financier pour l'État. Ça, c'est le côté assainissement. Bon. L'assainissement, nous allons attaquer aussi la modernisation, parce que nous avons besoin d'une administration plus moderne, une administration de développement. Et une fois qu'on aura assaini, l'assainissement va aboutir à bien sûr un recensement biométrique des fonctionnaires. Et dès après ça, de manière concomitante, on va mettre sur pied les structures pour développer l'administration, pour que nous ayons une administration sur laquelle le pays va compter, une administration qui sera le point de départ du développement du pays. Les structures également pour la protection sociale en ce moment défonctionnent. Absolument, absolument. Cette administration, bien sûr, sera accompagnée de la protection sociale. Si nous avons un défaut aujourd'hui, si nous avons un talon d'Achille, c'est bien celui relatif à la protection sociale. Nous n'avons pratiquement, les fonctionnaires n'ont jamais bénéficié de protection sociale. Et là, nous avons une étude que le BIT va financer pour nous. Et après cette étude-là, je crois qu'on va voir de manière concrète comment les fonctionnaires pourront contribuer de manière drastique, de manière très consciente
à la protection sociale des travailleurs. Tout à fait. Voilà. Le professeur Alpha Condé, lui, parle même d'une protection universelle. Absolument. Oui. Alors, Hadja, votre département est le carrefour du dialogue social en Guinée. Oui. Quel est le niveau de ce dialogue social actuellement? Vous savez, le dialogue social est aujourd'hui une chose à laquelle nous aspirons tous. Vous savez qu'au niveau, avec les différents partenaires sociaux que nous avons toujours des échanges. Dès que j'ai été promue à ce poste, la première chose que j'ai eu à faire, c'est de rencontrer les partenaires sociaux, les syndicats. Moi-même, je suis syndicaliste, je suis issu du mouvement syndical, et bien sûr les employeurs. Ces partenaires sociaux-là sont de manière incontournable les gens, ceux avec lesquels nous allons assurer la paix dans ce pays-là. Le pays a eu à traverser beaucoup de crises sociales dues au fait qu'on n'écoutait pas les partenaires sociaux, que nous n'allions pas vers eux. Aujourd'hui, la politique que nous avons, c'est une politique qui est axée à l'écoute, à la politique de la main tendue vers les partenaires sociaux, à les écouter, à aller vers eux, à nous assurer des problèmes qu'ils ont et à trouver les solutions à ces problèmes-là. Déjà, depuis 2010, un programme avait été établi avec le BIT qui devait aboutir à un forum. Et ce forum allait aboutir à la mise en œuvre d'une charte. Bon, on n'en est pas là, mais nous allons vers cela. Et vraiment, nous avons une oreille très attentive aux problèmes des partenaires sociaux. Et le ministère de la fonction publique, tous les cadres de la fonction publique, le gouvernement du professeur Alpha Condé est un gouvernement qui est ouvert et qui a une base de dialogue qui est bien ce dialogue social-là. Donc c'est une politique à laquelle nous tendons. Je sais que nous y arriverons parce que lorsqu'on tient à quelque chose, lorsqu'on tient au développement, le développement ne peut passer que par la paix. Il faut bien que une politique soit mise en œuvre, que tout soit mis en œuvre pour l'atteinte de ce dialogue-là. Tout à fait. Alors, toujours à l'occasion de cette fête, quel message pour vos différents partenaires sociaux? Bon, pour les différents partenaires sociaux, d'abord pour les syndicalistes, nous sommes des travailleurs. Je sais que nous avons beaucoup de problèmes. La vie est assez chère. Le message que je ferai vers les syndicats, c'est un message d'écoute, un message de participation. Voilà. Parce que les travailleurs doivent participer au développement du pays. Les travailleurs doivent savoir comment se porte l'économie du pays. Et une fois que nous savons comment se porte cette économie-là, le professeur Alpha Condé a eu à maintes fois à le dire. Il a demandé lui-même à rencontrer les centrales syndicales notamment. Il leur a dit tous les problèmes que nous avons trouvés, tous les problèmes que son gouvernement a trouvés après son élection. Et donc, les travailleurs doivent comprendre qu'on doit tous retrousser nos manches pour aller vers le développement du pays. Pour cela, pour un premier temps, il faudra peut-être faire certains sacrifices. Parce que quand on voit déjà que le professeur a accepté de réduire la RTS, c'est un sacrifice que le gouvernement fait, sacrifice qui, je sais, a été très bien accepté, très bien vu par les syndicalistes. Donc, les syndicalistes doivent comprendre qu'ils sont la cheville ouvrière, c'est eux qui vont porter les problèmes du pays, c'est eux qui iront vers le développement de ce pays, c'est eux qui travaillent pour le développement de ce pays. Donc, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes dans le même bateau. Ça, c'est et pour les partenaires sociaux syndicalistes et pour les partenaires sociaux employeurs. Parce que pour ce qui est des employeurs aussi, il faut qu'ils fassent l'effort nécessaire pour que les travailleurs soient dans un minimum de conditions de travail. Il faut que les salaires qui puissent d'une certaine manière les rehausser malgré
et surtout à cause de la cherté de la vie. Donc, des deux côtés, nous travaillons tous ensemble pour que ce pays se relève, parce qu'il faut dire que nous revenons de très loin. Et donc, nous sommes tous conscients que nous sommes tous des ouvriers prêts à assurer la relève du pays. Voilà, amis partenaires sociaux, ainsi que vous le constatez, notre bonheur ne dépend que de nous-mêmes et notre rapport à l'évolution dynamique du changement doit s'accroître tous les jours. Nous restons donc optimistes. Bonne fête à tous et à toutes.